Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bock-Côté, écoutez. Alors, la question de l'agriculture s'impose un peu partout dans le monde occidental aujourd'hui, sous le signe d'une inquiétude, presque d'une détresse. On a vu la révolte des agriculteurs en Europe, pas seulement en France, soit dit en passant, et on sent qu'au Québec même, il y a une inquiétude profonde qui se manifeste, et c'est parce qu'ils veulent se porter au chevet de l'agriculture québécoise pour lui permettre de traverser la présente épreuve, que 3 députés du Bloc québécois ont signé une tribune sur ce thème. Nous recevons un des 3 signataires, Yves Perron. Yves Perron, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre texte, vous commencez, et c'est assez intéressant, par une forme de rappel historique. Vous dites que l'agriculture, bon, c'est essentiel pour nous nourrir, tout ça, mais vous rappelez que c'est un pilier identitaire pour le Québec. Pourquoi commencer par un tel rappel? En fait, c'est pour faire réaliser aux gens que les agriculteurs sont peut-être pas si nombreux, mais s'ils ne sont pas là, il n'y a personne de nous qui va être là. Ça, c'est la base de toute chose. Et on les prend pour acquis, puis on s'en occupe très peu au cours des dernières années. Donc, c'est pour rappeler ça. Et ensuite, évidemment, nous amener sur la question de la gestion de l'offre. Alors, justement, la gestion de l'offre, c'est un modèle qui protège les agriculteurs, en fait, qui est une forme, dirions-nous, peut-être de protectionnisme. Mais est-ce que la gestion de l'offre est vraiment, on pourrait dire, est-ce qu'elle est vraiment malmenée aujourd'hui ou il s'agit de la sanctuariser? Parce qu'il y a des attaques qui viennent de temps en temps, régulièrement, mais elle est vraiment menacée pour vous aujourd'hui? Oui, c'est clair, M. Bock-Côté, qu'elle est menacée. Et si on ne procède pas à l'adoption de la loi qu'on propose, qui vise à la retirer des prochaines négociations internationales, on risque de voir ce qui s'est passé dans les 3 derniers accords internationaux où les puissances étrangères insistent pour entrer dans ce marché-là, plus sur une base philosophique que pour un gain de marché, parce que le Canada et le Québec, c'est un marché qui est assez négligeable au niveau de la superficie, au niveau de la quantité, mais il faut vraiment les protéger. Vous savez, on a signé de nombreuses ententes internationales sans faire aucune concession dans la gestion de l'offre. Et aujourd'hui, on prétend que si on n'enlève pas ce système-là, on ne pourra pas avoir de nouvelles ententes. Moi, je ne crois pas cet argument-là. Et la gestion de l'offre, c'est un système fondamental qui nous permet une stabilité dans nos campagnes et dans notre système agricole. Alors justement, la gestion de l'offre, pour certains, je me souviens par exemple des critiques de Maxime Bernier et d'autres, c'est un système qui privilégierait une caste d'agriculteurs, mais qui serait au désavantage des consommateurs. Vous avez probablement déjà entendu cet argument. Qui répondez-vous? En fait, c'est complètement faux. Si on regarde les pays qui ont abandonné la gestion de l'offre, Nouvelle-Zélande, Australie, ce qu'on voit à long terme, c'est que le prix, par exemple, je vais prendre le produit le plus connu, le lait, là, qui est sous gestion de l'offre, le lait à la consommation se vend plus cher, mais le producteur à la ferme reçoit moins d'argent. Ce sont les intermédiaires qui viennent s'en mettre plein les poches. Le système de la gestion de l'offre a ça de beau, que le prix, il est fixé. Oui, c'est vrai qu'il est fixé, le prix, mais il est fixé en fonction du coût de production pour permettre à nos producteurs d'avoir un niveau de vie décent et de pouvoir avoir une prévisibilité qui leur permet de faire des investissements en recherche, innovation, développement, ce qu'ils font à merveille d'ailleurs. Et dans toutes les productions sous gestion de l'offre, on n'a besoin d'aucune subvention et on a des performances extraordinaires. Entre autres, à la réduction des GES, on demande beaucoup, vous savez, aux producteurs agricoles et il ne s'agit pas d'un système protectionniste. Moi, je refuse ça. C'est plutôt un mode de mise en marché qu'ils ont choisi dans les années 70 de produire en fonction de la nécessité du marché. Donc, il y a un avantage aussi d'éviter du gaspillage alimentaire, une utilisation optimale des ressources et ça nous donne une base sécuritaire qui est stable. Ces gens-là vont toujours être là. Et cette stabilité-là, j'utilise l'argument fréquemment aussi, permet aux fournisseurs d'avoir une base stable qui leur permet de passer à travers les aléas des marchés des autres productions qui ont choisi un autre mode de mise en marché, par exemple basé sur l'exportation, que je respecte et je travaille pour eux aussi. Mais la gestion de l'offre, c'est un système différent qui doit être traité différemment. Alors, vous dites, vous n'aimez pas le mot protectionniste, mais je me permets, je reviens un instant sur ça avant de revenir sur la défense des agriculteurs. On regarde un peu partout, c'est pas un gros mot protectionniste, me semble-t-il. On a connu les années 90-2000, l'enthousiasme du libre-échange, mais aujourd'hui, on regarde un peu partout en Occident, on constate que le libre-échange à outrance, ça peut déstructurer les pays, par exemple, ça désindustrialise la France, ça fragilise plusieurs secteurs économiques. Et quand un pays dit ça, c'est un secteur tellement important pour nous qu'on va le soustraire des prochaines logiques du libre-échangisme mondialisé,
c'est une logique factuellement protectionniste, donc où c'est une défense de la souveraineté. On connaît la souveraineté culturelle. On pourrait dire que là, c'est la souveraineté agriculturelle, entre guillemets. Où est le problème avec l'idée qu'il y aurait une part de protectionnisme légitime? En fait, vous avez raison sur le fond. C'est parce que l'argument on se fait souvent servir, c'est que ça va empêcher de faire d'autres ententes. C'est ça que je veux défaire. C'est pas vrai. Bien sûr, on veut protéger, donc c'est une mesure protectionniste. Par contre, ça veut pas, c'est faux de dire que c'est un marché fermé. À terme, les concessions qu'on a fait dans les différentes ententes internationales depuis le début, à terme, dans le marché du lait, par exemple, ça va être 18% du marché de production qui sera fourni par l'extérieur. Je suis bien désolé, là, mais à 18%, c'est une pinte de lait sur 5. Quand on voudra contrôler la quantité produite sur le marché, puis que le vendeur étranger, américain par exemple, continuera de nous vendre toujours sa même quantité, le système ne fonctionnera plus. C'est une question de survie. Mais sur le fond, vous avez raison. C'est juste parce qu'on se fait souvent servir ça comme argument, alors que ce qu'on peut donner comme part de marché dans cette optique-là, c'est assez négligeable, entre autres pour un marché comme les Américains. Là. La production du lait canadienne, c'est même pas le Wisconsin. Il faut être sérieux. Alors, en France, je ne sais pas si vous avez suivi la crise des agriculteurs il y a quelques semaines maintenant, il y avait quelque chose d'intéressant. On notait que le nombre d'agriculteurs dans la société baissait sans cesse, mais plus il baisse et plus les Français disaient « mais on peut pas les sacrifier parce que serait-il beaucoup moins nombreux qu'hier? C'est une part de nous qui est là, c'est une part de la France. Il y a dans la France rurale quelque chose que si ça disparaissait, ben c'est toute l'identité française qui serait décomposée. » Est-ce qu'on pourrait dire la même chose que nous? Au Québec, on est tous à 2 ou 3 générations du cul des vaches, comme j'aime dire. On a tous à 2 ou 3 générations des agriculteurs dans notre famille. Si le milieu agricole disparaissait, est-ce qu'il n'y a pas une part même de l'identité québécoise qui disparaîtrait avec ça? Absolument, vous avez tout à fait raison. Puis, si le milieu agricole disparaît, c'est notre autonomie alimentaire, j'aime mieux dire, résilience alimentaire qui disparaît. Ça, c'est une notion qui est très importante aussi dans les productions sous gestion de l'offre. Ça nous donne une base solide sur laquelle on pourra toujours compter, une base solide qui, je vous le rappelle, s'autorégule et n'a pas besoin de subventions. Alors, quand on se compare avec des productions dans les pays étrangers qui sont largement subventionnées, le système de gestion d'offres n'a que des avantages. Et bien sûr, il faut conserver notre monde agricole. Vous retirez la gestion de l'offre, par exemple, je vais aller dans les argumentaires économiques qu'on se fait livrer parfois, qu'on dit, ben oui, mais si on enlève la gestion de l'offre, les entreprises vont devenir plus grosses, ils seront plus efficaces. Ben, je vous invite à aller visiter une ferme américaine avec plus de 10 000 vaches qui jettent du lait quotidiennement dans le champ parce qu'il y a une surproduction et d'aller voir la campagne aux alentours. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de familles. Un rang au Québec où il y a 10 familles, c'est 10 enfants qui vont à l'école, c'est 10 familles qui vont vivre les commerces du village. Et toutes ces petites entreprises-là, par la force de la solidarité, la beauté de la gestion de l'offre, c'est ça, M. Bocoté. C'est la solidarité des producteurs qui, plutôt que de se compétitionner cruellement un et l'autre, se sont regroupés et tous ensemble forment, si on veut, une méga entreprise et qui est capable d'ajuster sa production, d'éviter le gaspillage alimentaire, d'offrir un produit de très grande qualité. Ça, c'est un autre aspect dont on n'a pas parlé. Le contrôle de la qualité qu'ils font, la recherche et l'innovation, j'en ai parlé tantôt, il n'y a que des avantages. Donc, il faut absolument qu'on passe ce projet de loi-là. Et la raison pour laquelle, M. Bocoté, on arrive avec ce projet de loi-là, c'est que dans les 3 dernières ententes internationales, malgré des motions adoptées à la Chambre, le gouvernement a fait des concessions. Et ces concessions-là se font par des négociateurs derrière des portes closes. Quand ça revient au Parlement, les élus n'ont pas un mot à dire. Il faut dire oui ou non sur l'ensemble de l'entente. C'est ça qu'on veut briser aussi. On veut qu'un prochain gouvernement qui voudra toucher à ces productions-là, ben, il aura à informer le public puis à soumettre cette décision-là. Ça, c'est important. Il nous reste environ 1 minute. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question qui me semble très importante. C'est la question de la relève agricole. On voit, par exemple, en Europe, c'est difficile la relève agricole parce que les salaires ne sont pas assurés, parce que finalement, les revenus des agriculteurs sont tellement bas que c'est assez difficile de générer des vocations. Est-ce que la gestion de l'offre permet de structurer un système agricole où le renouvellement du personnel agricole, en fait, des nouvelles vocations, c'est un peu plus assuré chez nous qu'en Europe? Absolument. Vous avez tout à fait raison. Quand on parle de relève agricole, là, moi, je vais poser la question aux gens à la maison qui nous écoutent. Là. Combien parmi vous seriez prêts à travailler 7 jours par semaine, de nombreuses heures, et avoir un salaire qui n'est pas suffisant pour faire vos paiements, puis devoir aller travailler à l'extérieur?
Ça, M. Bocoté, c'est la situation de nos productrices et nos producteurs agricoles du Québec actuellement. On est rendu à un pourcentage de 44 des producteurs agricoles qui ont un autre emploi. Ça veut dire qu'ils se lèvent le matin, ils vont faire le train d'entretien de la ferme, ils vont faire le travail régulier, ils reviennent le soir, ils retournent sur l'entreprise agricole. On n'a pas le droit d'exiger ça de ces gens-là. Je pense que déjà de nourrir la population, c'est une fonction qui est suffisamment noble qui devrait donner à ces gens-là le moyen de vivre décemment. La gestion de l'offre, c'est un outil qui permet ça dans ces productions aussi. On a évidemment beaucoup d'autres chantiers dans les autres productions qui ont besoin aussi d'un soutien, d'une intervention collective, je vous dirais. La gestion des risques, entre autres, par rapport au réchauffement climatique, on pourrait se parler toute la journée. Mais ces gens-là sont à la base de notre société. On leur doit le respect, on leur doit un niveau de vie décent. La gestion de l'offre arrive à ça. Yves Perron, député du Bloc québécois, merci infiniment pour votre temps ce matin. Merci à vous, au plaisir.